Bienvenue dans Anyone Can Scale, scaler son équipe. Dans ce nouveau chapitre, on va aborder la question de la relation entre le scale et la création d'une équipe. Et surtout, comment scaler cette équipe. Donc on ne parle pas là du stade dans lequel vous avez un ou deux membres dans votre équipe, des membres cofondateurs, etc. Non, on parle du moment où vous devez commencer à recruter massivement. Dans mon expérience à The Family, j'ai vu que c'était un moment extrêmement critique. Énormément de startups de The Family ont eu à ce moment-là des problèmes quasi insurmontables. Passer de 2 à 10 personnes, c'est dur. Passer de 10 à 100 personnes, c'est incroyablement dur. Passer de 100 personnes à 1000, ça fait vraiment très mal. Pourquoi? Parce que la complexité humaine est inhérente à la largeur du groupe. Plus vous avez de gens au sein de votre entreprise, plus les problèmes s'accumulent. Alors, ces problèmes, ils sont de plusieurs natures. D'abord, vous avez tous les problèmes de management, vous avez tous les problèmes de motivation et vous avez également tous les problèmes d'organisation. Dès qu'un groupe commence à être grand, il y a des luttes, il y a de la politique, il y a du pouvoir, c'est un peu Dallas. Le but de cet épisode est de vous aider à éviter de finir dans amour, gloire et beauté et plutôt avoir une entreprise saine qui tourne avec des gens qui sont incroyablement motivés. Commençons par enlever un mythe extrêmement important. Ça fait 7 ans que je fais The Family et ça fait 7 ans que j'invite des entrepreneurs sur scène à partager leur expérience. Et récemment, je réfléchissais à quelle est la phrase la plus débile que tous les entrepreneurs répètent en boucle, en permanence et en pensant qu'elle est vraie. C'est quoi la phrase la plus commune? Eh bien, la phrase la plus commune qu'on entend comme conseil, c'est que pour faire une bonne boîte, il faut avoir une bonne équipe. Et que l'entrepreneur en question sur scène ne recrute que les meilleurs. Alors, pourquoi cette phrase est drôle et surtout pourquoi elle est stupide? Par définition, si vous avez 600 entrepreneurs qui viennent à parler à The Family et que les 600 déclarent avoir la meilleure équipe, il est fort probable que 599 d'entre eux aient tort puisque la meilleure se définit par rapport à toutes les autres équipes. Encore pire, il est même fort probable que 600 d'entre eux aient tort, puisque la meilleure équipe n'est pas une équipe qui aurait été invitée. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire meilleure équipe? Meilleure équipe, c'est un concept qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que par définition, on n'est jamais le meilleur dans l'absolu. On est toujours le meilleur de façon relative. Je pense que l'idée que les gens ont de juste, c'est que l'élément humain est crucial au succès d'une entreprise. Mais la question, c'est comment cet élément humain, dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, est un élément nécessaire à la réussite d'une entreprise. Et comment surtout faire pour qu'en ayant des gens qui ont leurs limites, leurs talents, leur envie, leur volonté, leurs ambitions qui sont propres, arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne parle pas de la meilleure équipe, mais on parle de gens qui se surpassent. Ce phénomène est assez amusant par exemple dans le football. Énormément d'équipes de football sont composées de joueurs individuels qui sont chacun les meilleurs. Et puis pris tous ensemble, ça donne une équipe catastrophique. S'il n'y a pas d'esprit de corps, s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de sentiment d'avancer dans le même chemin et de faire la victoire et les défaites ensemble, alors l'équipe de foot n'arrive pas à performer à la hauteur de son potentiel. Vous pouvez recruter les gens les plus intelligents du monde si vous leur donnez un contexte chaotique dans lequel ils ne peuvent pas se déployer, ils vont faire des choses extrêmement stupides. Et c'est là où l'importance du management, du leadership et de la compréhension de vos ressources et de vos besoins est incroyablement importante. Il ne s'agit donc pas de chercher la meilleure équipe, mais de chercher pour chacun des postes la personne la plus adaptée. Et surtout, de faire accepter cette personne par tous les autres membres de l'équipe. Un des grands problèmes des équipes dans lesquelles on recrute des superstars, des super développeurs, des super designers, des super ingénieurs, des super logisticiens, c'est que ces gens viennent en général avec leur lot d'arrogance. Et cette arrogance est destructrice pour la cohésion du groupe. Il vaut mieux une équipe de gens humbles, modestes, qui travaillent ensemble et s'entraident, qu'une équipe de superstars complètement égotiques et qui sont incapables d'avancer. L'ego est l'un des plus grands poisons du scale. L'ego est quelque chose qui, au sein d'une équipe, peut détruire
toute capacité de scalabilité. Il est essentiel pour vous, en tant qu'entrepreneur, de lutter contre ce phénomène d'ego et de faire en sorte que chacune des personnes qui rejoignent votre équipe s'intègre. Évidemment, dire à vos membres de votre équipe qui sont sans doute les meilleurs pour vous, si ça aide la psychologie collective, tant mieux. Je ne reproche pas aux entrepreneurs qui viennent à The Family de faire leur promotion et de dire qu'ils sont les meilleurs. Après tout, il faut y croire et envoyer au monde un message positif. Mais ce qui compte, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez ce secret en tête. Ce secret est que peut-être vous n'avez pas les meilleurs dans votre équipe, mais vous allez en tirer le meilleur. Et si vous comprenez ça, vous comprenez qu'aucun process de recrutement ne va aller chercher des gens parfaits. Le process de recrutement ne doit pas chercher la perfection en absolu de caractéristiques théoriques, mais le processus de recrutement doit vous permettre de filtrer des gens qui sont nécessaires à votre organisation et qui, à l'instant T, sont la meilleure personne disponible pour réaliser la tâche nécessaire. Vous devez penser système, vous devez penser scale et vous devez penser quantité. Qui dit scalabilité dit énormément de gens. Vous prenez une entreprise comme Payfit, elle a scalé de 0 à 1000 personnes. Tout le monde chez Payfit est sans doute très talentueux, mais on ne peut pas imaginer que les 1000 personnes pourraient être CEO de Payfit. Sinon, ils auraient eux-mêmes créé leur Payfit. Cette hiérarchie sociale qui est extrêmement dure à entendre, dans un monde où tout le monde se sent l'égal de tout le monde, dans un monde où votre boulangère donne des conseils économiques au ministre de l'économie qui passe par là et où tout le monde est devenu spécialiste en infectiologie en moins de 15 jours, évidemment qu'on peut avoir l'impression que tout le monde est extraordinaire. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que tout le monde doit être à sa place en harmonie et en équilibre. L'équilibre de votre organisation, l'harmonie de votre organisation est beaucoup plus importante que la performance individuelle de chacun. Laissez-moi vous donner un exemple extrêmement classique que tout le monde a vécu dans les startups de The Family. C'est l'exemple du scale des sales teams. Les sales teams sont intéressantes parce que les sales sont des gens qui, en général, sont relativement caricaturaux. Les sales sont extravertis, incroyablement agressifs et très individualistes. Ça, c'est le portrait du sales moyen. Évidemment, il y a des sales qui sont différents et si vous êtes un sales en train de regarder ACS, s'il vous plaît, ne demandez pas de remboursement. Vous n'êtes pas le sales dont je parle. Évidemment, ces équipes de sales ont comme caractéristique d'avoir toujours un type qui performe mieux que tout le monde. Ce type peut être soit un levier, soit une source de toxicité. Dans quel cas est-il une source de toxicité? Il est une source de toxicité si vous lui répétez qu'il est le meilleur et qu'il est meilleur que tous les autres réunis. Dans ce cas-là, il va développer une individualité qui est toxique pour le reste des sales. Et votre fameux top performer va réduire la performance individuelle des autres. Prenons un cas théorique très simple. Imaginons que votre top sales génère 200 000 € de revenus et que tous vos sales moyens génèrent 100 000 € de revenus et qui sont 10 dans l'équipe. Donc vous avez 900 000 € de revenus face à 100 000 € de revenus. Maintenant, imaginons que votre top sales pourrit l'ambiance et réduit la performance de tout le monde de 50%. Et bien la perte, elle est énorme. Parce que même si les gens vendent 2 fois moins que lui, 50% fois 10 personnes, c'est beaucoup moins que 100% de plus sur une personne. Et quand on pense à scale, on doit penser grand chiffre. Quand on pense à scale, c'est comme faire la cuisine pour beaucoup de personnes. Imaginez que vous êtes 20 dans un château et vous achetez des glaces. Quand vous achetez des glaces, vous avez l'impression d'acheter plein de glaces. Sauf que si tout le monde mange une glace et que certains d'entre nous en mangent 2, c'est des gourmands, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait vite 40 glaces. Et 40 glaces, ça fait plus de glaces que ce que vous achetez habituellement pour vous quand vous avez l'impression d'acheter beaucoup de glaces. C'est le problème du scale, c'est que notre cerveau n'est absolument pas fait pour penser les grands chiffres. Il n'est absolument pas fait pour penser les grands nombres, il n'est absolument pas fait pour penser les phénomènes de groupe. De la même façon, cette personne individuelle que vous célébrez devient toxique pour l'ensemble de la performance du groupe et moins 25% ou moins 50% de performance sur beaucoup de gens, c'est beaucoup plus que la top performance qu'aucun individu peut réaliser par lui-même. Comment transformer cette personne en quelqu'un de positif?
Et bien justement, les top performers peuvent aider à monter tout le monde. Il faut pour permettre ça faire deux choses. D'abord, ne pas célébrer stupidement la performance individuelle. Et ça passe par être intelligent sur les mécanismes de rémunération. N'oubliez pas que vous serez toujours jugé par les membres de votre équipe, par la façon dont vous allez les payer. La façon la plus simple de voir si vos paroles sont alignées avec vos actes, c'est tout simplement de voir comment les gens sont payés. Si vos commerciaux ont une commission individuelle, uniquement concentrée sur leur performance individuelle, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la performance collective? Par contre, si vous changez ce mode de rémunération et que vous faites en sorte que la performance collective l'impacte autant que sa performance individuelle, dans ce cas-là, évidemment que vous avez un sujet où il va avoir besoin de s'intégrer. Ça, c'est pour la contrainte qu'on va dire mécanique. Les mécanismes d'incitation sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. La deuxième étape, c'est qu'après cette incitation mécanique, vous devez créer un environnement psychologique. Et cet environnement passe par le fait de célébrer la performance individuelle comme un objectif que chacun des membres de l'équipe peuvent atteindre et transformer ce top performer en mentor des autres dans l'équipe. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui est trop loin de l'écart type doit immédiatement être écarté, mais que tout le monde doit tendre vers une moyenne qui permet à tout le monde de faire des progrès. Si vous gardez la performance de votre équipe autour d'une moyenne raisonnable et un écart type raisonnable, vous verrez que les gens progresseront naturellement. Et tous les trucs et toutes les astuces du meilleur deviendront des trucs et des astuces collectives parce que la performance de rémunération de tout le monde incitera tout le monde à échanger les meilleurs trucs et astuces. Évidemment, pour faire ça, il faut encore une fois penser système. Il faut penser groupe, il faut penser scale. Il faut que même quand vous êtes 2 dans l'équipe, vous vous posiez la question comment ça fonctionnera quand on sera 10, quand on sera 50 et quand on sera 100. Alors, une règle que je vais répéter pendant tout ce chapitre et qui est essentielle, c'est la règle du doublement. La règle du doublement, c'est qu'à chaque fois que votre équipe double de taille, il faut réfléchir à remettre à zéro tous vos playbooks et vous poser la question qu'est-ce qu'on doit changer dans notre organisation pour pouvoir continuer à grandir convenablement. Ce sera le sujet de la prochaine leçon, comment on gère le doublement des équipes et qu'est-ce que ça implique à chacune des étapes et qu'est-ce que j'ai vu de mon expérience sur le sujet. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.